Je revois la lumière froide sur mon visage, ce rectangle bleu qui tordait les ombres du salon en angle dur et m'éclairait comme un petit auvent de vérité. Il était tard, mais pas si tard que ça. Un de ces instants indéfinis où la maison respire encore de la journée passée et où tout paraît possible. J'étais assise, immobile, le téléphone dans la main, incapable de lâcher l'écran. Le canapé me retenait comme une mer calme qui refuse de rendre un corps exténué. Autour de moi, la maison n'avait pas bougé. La tasse encore tiède sur la table, la photo encadrée de notre mariage, un manteau posé sur le dossier d'une chaise. Et puis ce son, presque anodin, une vibration qui a percé le silence et tout a changé. Je n'aurais jamais pensé qu'une vibration puisse devenir une condamnation. Le message s'affichait, succinct, sans préambule. 3 mots seulement. 3 mots qui étaient d'abord un mystère, puis une accusation, puis une vérité transformée en coup de couteau. Il m'a promis. Je me rappelle avoir relu ces mots comme on relit un billet d'arrêt. Mon esprit cherchait une erreur, un contexte, une raison qui expliquerait l'impossible. Peut-être un message destiné à quelqu'un d'autre, peut-être une mauvaise manipulation, mais rien n'arrivait. Le vide répondait au vide. À cet instant, il y a eu un froid qui s'est installé dans ma poitrine, une sensation de vertige sans mouvement, comme si une partie de mon monde venait de se décoller, lentement, et flottait maintenant au-dessus du sol. Avant cela, notre vie était faite de petites banalités qui semblaient solides. Nous avions des habitudes, un langage commun, des repas pris ensemble, des projets pour des week-ends, des disputes ridicules sur le linge à plier. Rien d'extraordinaire, et c'était précisément cela qui rendait la douleur supportable, la certitude que l'ordinaire protège. Je me suis revue préparer le dîner, nous chamailler pour la vaisselle, rire d'un souvenir, parler d'un voyage qu'on remettait. J'avais investi mon quotidien de confiance. Alors ce message, si court, s'insinuait comme une craquelure qui se répandrait en fissures invisibles. Je suis restée immobile, l'âme ballottée entre le refus et la curiosité. J'ai essayé de ne pas entendre la voix de la peur qui me disait de ne pas chercher, ne pas fouiller, ne pas détruire, ne pas provoquer. Mais la curiosité est devenue un besoin viscéral. J'ai mis le téléphone en haut de l'écran, j'ai retourné la conversation comme on étudie une mèche coupée, à la recherche d'un indice qui prouverait l'erreur. Aucune autre notification, aucun correctif, rien. Juste ce vide. Et alors, la première photo, floue, prise de loin. Une silhouette. Une veste dont la coupe me rappelait celle qu'il portait souvent. Je me suis figée. Ce n'était peut-être qu'une coïncidence, mais dans ma tête, la coïncidence prenait les habits du destin. Les heures qui ont suivi ont étiré le temps. J'ai essayé de tenir une conversation normale au travail, de répondre à des messages, de faire semblant. Mais la pensée revenait comme un écho irrésistible. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi quelqu'un me dirait ça? Qui aurait intérêt à briser ma vie? La honte me tenaillait. Elle m'a immédiatement fait sentir coupable d'avoir un doute. Est-ce que je devenais une femme qui espionne son mari pour des raisons futiles? C'est une honte étrange, subir une trahison potentielle et en même temps se sentir ridicule d'être tourmentée par un simple message. J'ai senti que pour être crédible face à moi-même, j'avais besoin de preuves. C'est ce besoin de preuves qui m'a menée à fouiller. Ce n'est pas de la curiosité malsaine, je me le disais, c'est le besoin de savoir. J'ai commencé par les réseaux, par des indices minuscules. Une photo publiée à 2 heures du matin, un like sur un compte que je ne connaissais pas, un commentaire ambigu. Pris isolément, ces éléments semblaient anodins. Pris ensemble, ils composaient une toile. Et j'ai découvert des mots effacés, des messages supprimés, des heures d'absence sans raison. Tout convergeait vers une même idée. Il y avait une zone d'ombre dans sa vie. J'ai senti la colère monter par étapes, comme un feu lent. D'abord la stupéfaction, ensuite l'incompréhension, puis la colère froide qui veut une réponse. Un soir, alors qu'il prenait sa douche, son téléphone a vibré sur la table.
Il était face cachée, comme d'habitude, tuant toute tentative de transparence. J'ai attendu qu'il se détourne, puis j'ai attrapé l'appareil comme on attrape une vérité qui échappe. Il y avait une conversation, des extraits, des fragments qui n'avaient pas été effacés. « Je t'attends, bientôt, je promets » et une phrase qui m'a coupé le souffle, « Je lui ai promis que je quitterais tout pour elle ». Ce n'était plus une suspicion, c'était une confirmation. Le monde s'est effondré, non pas d'un seul coup, mais comme un domino enflammé. Je l'ai confronté. La scène n'a pas été un cri, elle a été un enchaînement de silences gênés et de mensonges maladroits. Il a nié, d'abord avec assurance, puis avec des tremblements discrets dans la voix. La négation avait un rythme particulier, une mécanique destinée à apaiser. Il a parlé d'amitié, d'erreurs de formulation, d'un pseudo qui n'était pas ce que j'imaginais. J'ai écouté comme on écoute un patient qui se dérobe, espérant un aveu, espérant un regret sincère. Mais le regret a été tiède, calculé. La présence d'un autre dans sa vie expliquait des choses que je ne voyais plus. L'affection volée, les petites attentions devenues rares, les mensonges sur des rencontres. La confiance s'était effilochée. Les jours suivants, nous avons vécu comme deux naufragés sur le même bateau. Nous partagions l'espace, mais plus la confiance. Les conversations étaient techniques, brèves, chargées de questions que l'on planifie sans savoir lesquelles poser. J'ai essayé d'être rationnelle, de mettre chaque geste dans un cadre, mais la douleur est devenue physique. Nuits sans sommeil, perte d'appétit, remontée d'angoisse. Je me surprenais à attendre son retour, à scruter son visage pour déceler des indices de culpabilité. J'avais l'impression d'être devenue une détective de ma propre vie. La recherche de la vérité m'a conduite à des endroits inattendus. J'ai croisé des regards, posé des questions discrètes à des amis communs, suivi des pistes anodines qui, mises bout à bout, formaient un itinéraire de rencontres. C'était doux amer de retrouver des indices qui confirmaient la trahison. À chaque preuve trouvée, la souffrance augmentait, mais l'acceptation aussi. Mieux valait savoir que rester dans l'illusion. J'ai fini par l'observer dans un café, à distance. Il riait avec une femme dont le visage m'était étrangement familier, dans l'humilité de la vie quotidienne. Rien d'extraordinaire, mais pour moi c'était une confirmation cruelle. Il avait choisi un ailleurs. La confrontation finale a commencé différemment de ce que j'imaginais. Ce n'était pas un éclat de colère, mais une sorte de lucidité implacable. J'ai exposé ce que je savais, sans chercher à l'humilier, simplement pour demander la vérité. Il a tenté de se justifier, de parler d'un vide, d'un besoin d'autre chose. Les mots « je suis perdu » revenaient, creux comme des vases brisés. Il a parlé d'ennui, d'un manque qu'il n'avait pas su définir, d'une fatigue qui le poussait vers l'autre. Ces explications, qui auraient demandé des réparations et une humilité que je n'ai pas reçues, sonnaient comme des arguments pour continuer à exister dans deux mondes parallèles. Je n'ai pas réagi sur le moment. J'ai pris une décision qui m'était propre. Je ne crierai pas, je n'étalerai pas ma douleur en public. J'ai rassemblé mes affaires au fil des jours, sans bruit, comme quelqu'un qui prépare un déménagement intérieur. Chaque objet que je rangeais représentait une mémoire dont il fallait décider du sort. Les draps, les livres, les cartes postales, tout repartait dans des cartons qui contenaient autant de questions que de souvenirs. Le geste de partir fut silencieux, mais chargé d'une dignité que personne ne m'avait donnée. Je ne considérais pas partir comme une fuite, mais comme une reconstruction nécessaire. Les mois qui ont suivi ont été faits d'oscillations. Des jours où la colère me consumait, des jours où la tristesse me vidait, des jours où je me surprenais à rire de nouveau. La solitude était une compagne étrange, parfois oppressante, parfois libératrice. J'ai appris à écouter mon corps et mes envies, à me reconnecter à des petites choses oubliées, un café pris en terrasse, une marche au bord de l'eau, un livre relu. Ces gestes modestes étaient des ancrages. La reconstruction n'est pas une remontée linéaire, c'est une suite de petits retours à soi.
Avec le temps, ce premier message, si court et si tranchant, a perdu de sa puissance destructrice pour devenir un point de départ. J'ai compris que parfois une révélation brutale est nécessaire pour arrêter une lente agonie. Rester aurait signifié accepter des mensonges répétés, des demi-vérités, un quotidien à crédit. Partir m'a permis de retrouver une cohérence interne. J'ai appris à poser des limites, à exiger la transparence, à ne plus banaliser l'intimité volée. La douleur m'a enseigné la valeur de l'honneur personnel. Je me souviens des conversations avec mes amis, des mains serrées, des regards qui disent plus que des mots. Elles m'ont aidé à tenir quand l'effort semblait vain. J'ai découvert la force du réseau humain. Une parole, une présence, une épaule peuvent suffire à empêcher de sombrer. Et j'ai compris que le silence autour d'un mensonge est souvent ce qui le nourrit. Parler, nommer, confronter permet de reprendre du pouvoir. Il y a eu des moments où je me suis demandé si j'avais été trop dure, si j'aurais pu pardonner, si la thérapie de couple n'aurait pas offert une voie. Ce sont des questions normales. Mais j'ai aussi réalisé qu'un pardon véritable demande de l'honnêteté continue et un engagement concret. Sans cela, le pardon est une illusion qui sert à maintenir l'ordre des apparences. Je ne voulais plus vivre dans cette performance. Aujourd'hui, des années plus tard, le souvenir de ce message est encore net, mais il ne me dévore plus. Parfois, il me revient au détour d'une chanson ou d'une odeur. Il m'a laissé des marques, évidemment. Les cicatrices existent. Elles ne disparaissent pas, mais elles s'estompent, et avec elles vient une autre forme de sagesse. J'ai appris à reconnaître les signes avant-coureurs, mais surtout à écouter ma voix intérieure quand elle me dit que quelque chose cloche. Si je devais donner un conseil à celle qui reçoit un message semblable, je dirais ceci: n'ignorez pas ce qui vous met en alerte. Cherchez la vérité. Protégez-vous. Entourez-vous. La honte n'est pas vôtre. Et si vous décidez de partir, faites-le pour vous. La force ne se mesure pas à la capacité à subir, mais à celle de se relever. Votre vie mérite d'être habitée par des personnes qui vous choisissent à chaque instant, pas par des absences justifiées par des « je suis perdu » lancées comme des excuses. Je garde une image, peut-être banale, de ce premier soir. La petite lumière bleue qui s'est éteinte. La nuit a repris ses droits, comme si rien n'avait eu lieu. Et puis l'aube est venue, comme elle vient toujours. L'aube n'annule pas la douleur, mais elle ouvre une possibilité. La mienne fut de reconstruire, pas seulement un quotidien, mais une histoire où la dignité tient une place centrale. Le message avait détruit un mariage. Il avait aussi, malgré lui, révélé une force que je n'aurais pas su nommer autrement. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement la femme qui a été trahie, je suis une femme qui a choisi, qui a résisté et qui vit.